Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. C'est Délicia, Divine, plus communément pour certains. Je suis ravie, comme d'habitude, de vous retrouver pour ce rendez-vous, un nouveau rendez-vous. Voilà, nous n'en sommes qu'à la troisième de Carrefour littéraire. Comme vous le savez, Carrefour littéraire, c'est des petites pauses dans notre quotidien afin de pouvoir partager avec vous mes coups de cœur littéraires, mes livres coups de cœur, des livres qui m'ont marqué d'une manière ou d'une autre et que je souhaitais partager avec vous et pourquoi pas vous transmettre également ce désir ou ce plaisir de pouvoir les découvrir, vous les procurer et puis les lire à votre tour. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau livre que je souhaitais partager avec vous. Ce livre, il a également une histoire spéciale, une histoire particulière comme tous les ouvrages que je partagerai avec vous dans Carrefour littéraire. C'est un livre que j'ai découvert en quatrième. Alors, si mes souvenirs sont bons, quatrième, j'avais 12-13 ans. Voilà. J'avais 12-13 ans. Et c'est un devoir qui nous avait été donné par notre professeur de français. Donc, on devait chercher un livre, le lire, et préparer notre présentation afin de le présenter à la classe. Donc, moi, je ne savais pas du tout quel choix faire. Et j'ai vraiment choisi à la dernière minute, au moment où presque tous les élèves de la classe étaient passés pour présenter leur livre. Je faisais partie des derniers. Alors, il fallait vraiment que je puisse me décider pour présenter quelque chose à la classe. Et c'est un livre que j'ai choisi à la dernière minute. Et je n'avais même pas eu le temps de le finir. Voilà, au moment de la présentation, je n'avais même pas eu le temps de le finir. Mais page après page, chapitre après chapitre, il m'a vraiment touchée. Parce que ce que j'ai lu et les personnages que j'ai découverts en fait à travers cette nouvelle m'ont beaucoup plu. Un personnage en particulier que vous aurez le soin de pouvoir découvrir dans les prochaines lectures, les prochains chapitres. Donc ce livre c'est Carmen. Voilà. Ce livre, c'est Carmen de Prosper Mérimée. Voilà. Un livre que j'ai découvert en quatrième et que j'avais eu le plaisir de partager à la classe. Et on va 20 ans après, il se retrouve à nouveau entre mes mains pour un nouveau partage. Donc, je vais commencer, chapitre 1. J'avais toujours soupçonné les géographes de ne savoir ce qu'ils disent lorsqu'ils placent le champ de bataille de Munda dans le pays de Bastuli-Peni, près de la moderne Monda, à quelques 2 lieues au nord de Marbella. D'après mes propres conjectures sur le texte de l'anonyme, auteur de Bellum Hispaniense, et quelques renseignements recueillis dans l'excellente bibliothèque du duc d'Osuna, je pensais qu'il fallait chercher aux environs de Montilia le lieu mémorable où, pour la dernière fois, César joua quitte ou double contre les champions de la République. Me trouvant en Andalousie, au commencement de l'automne de 1830, je fis une assez longue excursion pour éclaircir les doutes qui me restaient encore. Un mémoire que je publierai prochainement ne laissera plus, je l'espère, aucune incertitude dans l'esprit de tous les archéologues de bonne foi.
En attendant que ma dissertation résolve enfin le problème géographique qui tient toute l'Europe savante en suspens, je veux vous raconter une petite histoire. Elle ne préjuge rien sur l'intéressante question de l'emplacement de Monda. J'avais loué à Cordoue un guide et 2 chevaux et m'étais mis en campagne avec les commentaires de César et quelques chemises pour tout bagage. Certains jours, errant dans la partie élevée de la plaine de Kachna, harassé de fatigue, mourant de soif, brûlé par un soleil de plomb, je donnais au diable de bon cœur César et les fils de Pompée, lorsque j'aperçus assez loin du sentier que je suivais une petite pelouse verte parsemée de joncs et de roseaux. Cela m'annonçait le voisinage d'une source. En effet, en m'approchant, je vis que la prétendue pelouse était un marécage où se perdait un ruisseau, sortant comme il semblait d'une gorge étroite entre 2 hauts contreforts de la Sierra de Cabra. Je conclus qu'en remontant, je trouverais de l'eau plus fraîche, moins de sangsues et de grenouilles, et peut-être un peu d'ombre au milieu des rochers. À l'entrée de la gorge, mon cheval hennit, et un autre cheval, que je ne voyais pas, lui répondit aussitôt. À peine eus-je fait une centaine de pas, que la gorge s'élargissant tout à coup, me montra une espèce de cirque naturel parfaitement ombragé par la hauteur des escarpements qui l'entouraient. Il était impossible de rencontrer un lieu qui promit aux voyageurs une halte plus agréable. Au pied de rochers à pic, la source s'élançait en bouillonnant et tombait dans un petit bassin tapissé d'un sable blanc comme la neige. 5 à 6 beaux chênes verts, toujours à l'abri du vent et rafraîchis par la source, s'élevaient sur ses bords et la couvraient de leur épais ombrage. Enfin, autour du bassin, une herbe fine, lustrée, offrait un lit meilleur qu'on n'en eût trouvé dans aucune berge à 10 lieues à la ronde. À moi n'appartenait pas l'honneur d'avoir découvert un si beau lieu. Un homme s'y reposait déjà, et sans doute dormait. Lorsque j'y pénétrais, réveillé par les hennissements, il s'était levé et s'était rapproché de son cheval, qui avait profité du sommeil de son maître pour faire un bon repas de l'herbe aux environs. C'était un jeune gaillard, de taille moyenne, mais d'apparence robuste, au regard sombre et fier. Son teint, qui avait pu être beau, était devenu par l'action du soleil plus foncé que ses cheveux. D'une main, il tenait le licol de sa monture, de l'autre, une espingole de cuivre. J'avouerai que d'abord, eh ben dis donc, ce mot il est spécial. Alors on nous met un petit astérix. Espingole, il s'agit d'une sorte de tremblant d'origine espagnole, chargé avec des chevrotines. Voilà la petite explication pour ceux qui ignoraient ce que c'était comme moi. J'avouerai que d'abord, l'espingole et l'air farouche du porteur me surprirent quelque peu, mais je ne croyais plus aux voleurs, à force d'en entendre parler et de n'en rencontrer jamais. D'ailleurs, j'avais vu tant d'honnêtes fermiers s'armer jusqu'aux dents pour aller au marché que la vue d'une arme à feu ne m'autorisait pas à mettre en doute la moralité de l'inconnu. Et puis, me disais-je, que ferait-il de mes chemises et de mes commentaires elzévirs? Je saluai donc l'homme à l'espingole, décidément, d'un signe de tête familier, et je lui demandai en souriant si j'avais troublé son sommeil. Sans me répondre, il me toisa de la tête aux pieds. Puis, comme satisfait de son examen, il considéra avec la même attention mon guide qui s'avançait. Je vis celui-ci pâlir et s'arrêter en montrant une terreur évidente. Mauvaise rencontre, me dis-je. Mais la prudence me conseilla aussitôt de ne laisser voir aucune inquiétude. Je mis pied à terre, je dis au guide de débrider, et m'agenouillant au bord de la source, j'y plongeai ma tête et mes mains. Puis je bus une bonne gorgée, couché à plat ventre, comme les mauvais soldats de Gédéon. J'observai cependant mon guide et l'inconnu. Le premier s'approchait bien à contre-cœur. L'autre semblait n'avoir pas de mauvais dessein contre nous, car il avait rendu la liberté à son cheval et son espingole qu'il tenait d'abord horizontale
était maintenant dirigé vers la terre. Ne croyant pas devoir me formaliser du peu qu'on avait paru faire de ma personne, je m'étendis sur l'herbe et d'un air dégagé, je demandai à l'homme l'espingole s'il n'avait pas un briquet sur lui. En même temps, je tirai mon étui à cigare. L'inconnu, toujours sans parler, fouilla dans sa poche, prit son briquet et s'empressa de me faire du feu. Évidemment, il s'humanisait, car il s'assit en face de moi, toutefois sans quitter son arme. Mon cigare allumé, je choisis le meilleur de ceux qui me restaient et je lui demandai s'il fumait. « Oui, monsieur, répondit-il. » C'étaient les premiers mots qu'il faisait entendre et je remarquai qu'il ne prononçait pas le S à la manière andalouse. D'où je conclus que c'était un voyageur comme moi archéologue seulement. « Vous trouverez celui-ci assez bon, lui dis-je, en lui présentant un véritable régalia de la Havane. Il me fit une légère inclination de tête, alluma son cigare au mien, me remercia d'un autre signe de tête, puis se mit à fumer avec l'apparence d'un très vif plaisir. « Ah !» s'écria-t-il, en laissant échapper lentement sa première bouffée par la bouche et les narines, comme il y avait longtemps que je n'avais pas fumé. En Espagne, un cigare donné et reçu établit des relations d'hospitalité, comme en Orient, le partage du pain et du sel. Mon homme se montra plus causant que je ne l'avais espéré. D'ailleurs, bien qu'il se dît habitant du partido de Montilla, il paraissait connaître le pays assez mal. Il ne savait pas le nom de la charmante vallée où nous nous trouvions. Il ne pouvait nommer aucun village des alentours. Enfin, interrogé par moi, s'il n'avait pas vu aux environs des murs détruits, de larges tuiles à rebord, des pierres sculptées, il confessa qu'il n'avait jamais fait attention à pareille chose. En revanche, il se montra expert en matière de chevaux. Il critiqua le mien, ce qui n'était pas difficile, puis il me fit la généalogie du sien, qui sortait du fameux haras de Cordoue. Noble animal en effet, si dur à la fatigue, à ce que prétendait son maître, qu'il avait fait une fois 30 lieues dans un jour, au galop ou au grand trot. Au milieu de sa tirade, l'inconnu s'arrêta brusquement, comme surpris et fâché d'en avoir trop dit. « C'est que j'étais pressé d'aller à Cordoue, » reprit-il avec quelques embarras. « J'avais à solliciter les juges pour un procès. » En parlant, il regardait mon guide Antonio qui baissait les yeux. L'ombre et la source me charmèrent tellement que je me souvins de quelques tranches d'excellent jambon que mes amis de Montilla avaient mis dans la besace de mon guide. Je les fis apporter et j'invitai l'étranger à prendre sa part de la collation impromptue. S'il n'avait pas fumé depuis longtemps, il me parut vraisemblable qu'il n'avait pas mangé depuis 48 heures au moins. Il dévorait comme un loup affamé. Je pensais que ma rencontre avait été providentielle pour le pauvre diable. Mon guide, cependant, mangeait peu, buvait encore moins, et ne parlait pas du tout. Bien que depuis le commencement de notre voyage, il se fût révélé à moi comme un bavard sans pareil. La présence de notre hôte semblait le gêner, et une certaine méfiance les éloignait l'un de l'autre sans que j'en devinasse positivement la cause. Déjà, les dernières miettes du pain et du jambon avaient disparu. Nous avions fumé chacun un second cigare. J'ordonnai au guide de brider nos chevaux et j'allais prendre congé de mon nouvel ami lorsqu'il me demanda où je comptais passer la nuit. Avant que j'eusse fait attention à un signe de mon guide, j'avais répondu que j'allais à la Venta del Cuervo, qui veut dire donc l'auberge du corbeau. La Venta est une de ces auberges espagnoles dont le langage populaire a retenu la caractéristique où on trouve ce qu'on y apporte. On y trouve ce qu'on y apporte. Mon compagnon me répondit: « Mauvais gîte pour une personne comme vous, monsieur. J'y vais, et si vous me permettez de vous accompagner, nous ferons route ensemble. » « Très volontiers, dis-je, en montant à cheval. » Mon guide, qui me tenait l'étrier, me fit un nouveau signe des yeux. J'y répondis en haussant les épaules, comme pour l'assurer que j'étais parfaitement tranquille, et nous nous mîmes en chemin.
Les signes mystérieux d'Antonio, son inquiétude, quelques mots échappés à l'inconnu, surtout sa course de 30 lieues et l'explication peu plausible qu'il en avait donnée, avaient déjà formé mon opinion sur le compte de mon compagnon de voyage. Je ne doutais pas que je n'eusse affaire à un contrebandier, peut-être à un voleur. Que m'importait? Je connaissais assez le caractère espagnol pour être très sûr de n'avoir rien à craindre d'un homme qui avait mangé et fumé avec moi. Sa présence même était une protection assurée contre toute mauvaise rencontre. D'ailleurs, j'étais bien aise de savoir ce que c'est qu'un brigand. On n'en voit pas tous les jours. Et il y a un certain charme à se trouver auprès d'un être dangereux, surtout lorsqu'on le sent doux et apprivoisé. J'espérais amener par degrés l'inconnu à me faire des confidences. Et malgré les clignements d'yeux de mon guide, je mis la conversation sur les voleurs de grands chemins. Bien entendu que j'en parlais avec respect. Il y avait alors en Andalousie un fameux bandit nommé José Maria, dont les exploits étaient dans toutes les bouches. Si j'étais à côté de José Maria, me disais-je. Je racontais les histoires que je savais de ce héros, toutes à sa louange d'ailleurs, et j'exprimais hautement mon admiration pour sa bravoure et sa générosité. José Maria n'est qu'un drôle, dit froidement l'étranger. Se rend-il justice ou bien est-ce excès de modestie de sa part, me demandai-je mentalement, car à force de considérer mon compagnon, j'étais parvenu à lui appliquer le signalement de José Maria que j'avais lu affiché aux portes de maintes villes d'Andalousie. Oui, c'est bien lui. Cheveux blonds, yeux bleus, grande bouche, belles dents, les mains petites, une chemise fine, une veste de velours à boutons d'argent, des guêtres de peau blanche, un cheval. Plus de doute, mais respectons son incognito. Nous arrivâmes à la venta. Elle était telle qu'il me l'avait dépeinte, c'est-à-dire une des plus misérables que j'eusse encore rencontrées. Une grande pièce servait de cuisine, de salle à manger et de chambre à coucher. Sur une pierre plate, le feu se faisait au milieu de la chambre et la fumée sortait par un trou pratiqué dans le toit, ou plutôt s'arrêtait, formant un nuage à quelques pieds au-dessus du sol, le long du mur. On voyait étendues par terre 5 ou 6 vieilles couvertures de mulets. C'étaient les lits de voyageurs. À 20 pas de la maison, ou plutôt de l'unique pièce que je viens de décrire, s'élevait une espèce de hangar servant d'écurie. Dans ce charmant séjour, il n'y avait d'autres êtres humains, du moins pour le moment, qu'une vieille femme et une petite fille de 10 à 12 ans, toutes les deux de couleur de suie et vêtues d'horribles haillons. Voilà tout ce qui reste, me dis-je, de la population de l'antique Munda Boetica. Ô César, ô Sextus Pompée, que vous seriez surpris si vous reveniez au monde. En apercevant mon compagnon, la vieille laissa échapper une exclamation de surprise. « Oh, Seigneur, Don José !» s'écria-t-elle. Je ne sais pas si je joue bien, hein? Si je joue bien la comédie, bref. Don José fronça le sourcil et leva une main d'un geste d'autorité qui arrêta la vieille aussitôt. Je me tournai vers mon guide et d'un signe imperceptible, je lui fis comprendre qu'il n'avait rien à m'apprendre sur le compte de l'homme avec qui j'allais passer la nuit. Le souper fut meilleur que je ne m'y attendais. On nous servit sur une petite table haute d'un pied un vieux coq fricassé avec du riz et force piment. Puis des piments à l'huile, enfin du gazpacho, espèce de salade de piment. 3 plats ainsi épicés nous obligèrent de recourir souvent à une outre de vin de Montilla qui se trouva délicieux. Après avoir mangé, avisant une mandoline accrochée contre la muraille, il y a partout des mandolines en Espagne. Je demandai à la petite fille qui nous servait si elle savait en jouer. « Non, répondit-elle, mais Don José en joue si bien. »« Soyez assez bon, lui dis-je, pour me chanter quelque chose. J'aime à la passion votre musique nationale. » Je ne puis rien refuser à un monsieur si honnête
qui me donne de si excellents cigares, s'écria Don José, d'un air de bonne humeur. Et s'étant fait donner la mandoline, il chanta en s'accompagnant. Sa voix était rude, mais pourtant agréable. L'air mélancolique et bizarre. Quant aux paroles, je n'en compris pas un mot. Si je ne me trompe, lui dis-je, ce n'est pas un air espagnol que vous venez de chanter. Cela ressemble aux orzikos. Alors, orzikos, on nous donne l'explication. Danse basque, les provinces que Mérimée énumère en note possèdent leurs droits. Donc, les orzikos, ce sont des danses basques. Voilà. Cela ressemble aux orzikos que j'ai entendus dans les provinces et les paroles doivent être en langue basque. Oui, répondit Don José d'un air sombre. Il posa la mandoline à terre et les bras croisés, il se mit à contempler le feu qui s'éteignait avec une singulière expression de tristesse. Éclairé par une lampe posée sur la petite table, sa figure à la fois noble et farouche me rappelait le Satan de Milton. Comme lui peut-être, mon compagnon songeait au séjour qu'il avait quitté à l'exil, qu'il avait encouru par une faute. J'essayai de ranimer la conversation, mais il ne répondit pas, absorbé qu'il était dans ses tristes pensées. Déjà la veille, s'était couché dans un coin de la salle, à l'abri d'une couverture trouée, tendue sur une corde. La petite fille l'avait suivi dans cette retraite réservée au beau sexe. Mon guide alors, se levant, m'invita à le suivre à l'écurie. Mais à ce mot, Don José, comme réveillé en sursaut, lui demanda d'un ton brusque où il allait. « À l'écurie, répondit le guide. « Pourquoi faire? Les chevaux ont à manger. Couche ici, monsieur le permettra. Je crains que le cheval de monsieur ne soit malade. Je voudrais que monsieur le vît. Peut-être saura-t-il ce qu'il faut lui faire. » Il était évident qu'Antonio voulait me parler en particulier, mais je ne me souciais pas de donner des soupçons à Don José, et au point où nous en étions, il me semblait que le meilleur parti à prendre était de montrer la plus grande confiance. Je répondis donc à Antonio que je n'entendais rien aux chevaux et que j'avais envie de dormir. Don José le suivit à l'écurie, d'où bientôt il revint seul. Il me dit que le cheval n'avait rien, mais que mon guide le trouvait un animal si précieux qu'il le frottait avec sa veste pour le faire transpirer et qu'il comptait passer la nuit dans cette douce occupation. Cependant, je m'étais étendu sur les couvertures de mulets, soigneusement enveloppé dans mon manteau pour ne pas les toucher. Après m'avoir demandé pardon de la liberté qu'il prenait de se mettre auprès de moi, Don José se coucha devant la porte, non sans avoir renouvelé l'amorce de son espingole, qu'il y eut soin de placer sous la besace qui lui servait d'oreiller. 5 minutes après nous être mutuellement souhaité le bonsoir, nous étions l'un et l'autre profondément endormis. Je me croyais assez fatigué pour pouvoir dormir dans un pareil gîte, mais au bout d'une heure, de très désagréables démangeaisons m'arrachèrent à mon premier somme. Dès que j'en eus compris la nature, je me levai, persuadé qu'il valait mieux passer le reste de la nuit à la belle étoile que sous ce toit inhospitalier. Marchant sur la pointe du pied, je gagnai la porte, j'enjambai par-dessus la couche de Don José qui dormait du sommeil du juste, et je fis si bien que je sortis de la maison sans qu'il s'éveillât. Auprès de la porte était un large banc de bois. Je m'étendis dessus et m'arrangeai de mon mieux pour achever ma nuit. J'allais fermer les yeux pour la seconde fois quand il me sembla voir passer devant moi l'ombre d'un homme et l'ombre d'un cheval, marchant l'un et l'autre sans faire le moindre bruit. Je me mis sur mon séant et je crus reconnaître Antonio. Surpris de le voir hors de l'écurie à pareille heure, je me levai et marchai à sa rencontre. Il s'était arrêté, m'ayant aperçu d'abord. « Où est-il » me demanda Antonio à voix basse. « Dans la venta. Il dort. Il n'a pas peur des punaises. Pourquoi donc emmenez-vous ce cheval ?» Je remarquai alors que pour ne pas faire de bruit en sortant du hangar, Antonio avait soigneusement enveloppé les pieds de l'animal avec les débris d'une vieille couverture. « Parlez plus bas, me dit Antonio. Parlez plus bas, au nom de Dieu. Vous ne savez pas qui est cet homme-là? C'est José Navarro,
le plus insigne bandit de l'Andalousie. Toute la journée, je vous ai fait des signes que vous n'avez pas voulu comprendre. Bandit ou non, que m'importe, répondis-je. Il ne nous a pas volés et je parierais qu'il n'en a pas envie. À la bonne heure, mais il y a 200 ducats, pour qui le livrera. Voilà, 200 ducats, somme importante correspondant à 2 années de salaire d'un employé dans l'Espagne d'alors. Je sais un poste de lancier à 1 lieue et demie d'ici, et avant qu'il soit jour, j'amènerai quelques gaillards solides. J'aurai pris son cheval, mais il est si méchant que nul que le Navarro ne peut en approcher. Que le diable vous emporte, lui dis-je. Quel mal vous a fait ce pauvre homme pour le dénoncer? D'ailleurs, êtes-vous sûr qu'il soit le brigand que vous dites? Parfaitement sûr. Tout à l'heure, il m'a suivi dans l'écurie et m'a dit, « Tu as l'air de me connaître. Si tu as dit à ce bon monsieur qui je suis, je te fais sauter la cervelle. Restez, monsieur, restez auprès de lui. Vous n'avez rien à craindre, tant qu'il vous sera là, il ne se méfiera de rien. » Tout en parlant, nous nous étions déjà assez éloignés de la venta pour qu'on ne pût entendre les fers du cheval. Antonio l'avait débarrassé en un clin d'œil des guenilles dont il lui avait enveloppé les pieds. Il se préparait à enfourcher sa monture. J'essayais prières et menaces pour le retenir. « Je suis un pauvre diable, monsieur, me disait-il. 200 ducats ne sont pas à perdre, surtout quand il s'agit de délivrer le pays de pareilles vermines. Mais prenez garde, si le Navarro se réveille, il sautera sur son espingole et gare à vous. Moi, je suis trop avancé pour reculer. Arrangez-vous comme vous pourrez. » Le drôle était en selle. Il piqua des deux et dans l'obscurité, je l'eus bientôt perdu de vue. J'étais fort irrité contre mon guide et passablement inquiet. Après un instant de réflexion, je me décidai et rentrai dans la venta. Don José dormait encore, réparant sans doute en ce moment les fatigues et les veilles de plusieurs journées aventureuses. Je fus obligé de le secouer rudement pour l'éveiller. Jamais je n'oublierai son regard farouche et le mouvement qu'il fit pour saisir son espingole que par mesure de précaution, j'avais mise à quelque distance de sa couche. « Monsieur, lui dis-je, je vous demande pardon de vous éveiller, mais j'ai une sotte question à vous faire. Seriez-vous bien aise de voir arriver ici une demi-douzaine de lanciers ?» Il sauta en pied et d'une voix terrible. « Qui vous l'a dit ?» me demanda-t-il. « Peu importe d'où vient la vie, pourvu qu'il soit bon. »« Votre guide m'a trahi, mais il me le paiera. Où est-il ?»« Je ne sais pas, dans l'écurie, je pense. Mais quelqu'un m'a dit. »« Qui vous a dit ?»« Cela ne peut être que la vieille. »« Quelqu'un que je ne connais pas. Sans plus de paroles, avez-vous, oui ou non, des motifs pour ne pas attendre les soldats? Si vous en avez, ne perdez pas de temps, sinon bonsoir. Et je vous demande pardon d'avoir interrompu votre sommeil. »« Ah, votre guide, votre guide! Je m'en étais méfié d'abord, mais son compte est bon. Adieu, monsieur. Dieu vous rende le service que je vous dois. Je ne suis pas tout à fait aussi mauvais que vous me croyez. Oui, il y a encore en moi quelque chose qui mérite la pitié d'un galant homme. Adieu, monsieur. Je n'ai qu'un regret, c'est de ne pouvoir m'acquitter envers vous. Pour prix du service que je vous ai rendu, promettez-moi, Don José, de ne soupçonner personne, de ne pas songer à la vengeance. Tenez, voilà des cigares pour votre route. Bon voyage. » Et je lui tendis la main. Il me la serra sans répondre, prit son espingole et sa besace, et après avoir dit quelques mots à la vieille dans un argot que je ne pus comprendre, il courut au hangar. Quelques instants après, je l'entendais galoper dans la campagne. Pour moi, je me recouchais sur mon banc, mais je ne me rendormis point. Je me demandais si j'avais eu raison de sauver de la potence un voleur, et peut-être un meurtrier. Et cela seulement parce que j'avais mangé du jambon avec lui et du riz à la valencienne. N'avais-je pas trahi mon guide qui soutenait la cause des lois? Ne l'avais-je pas exposé à la vengeance d'un scélérat? Mais les devoirs de l'hospitalité. Préjugé de sauvage, me disais-je, j'aurai à répondre de tous les crimes que le bandit va commettre. Pourtant, est-ce un préjugé
que cet instinct de conscience qui résiste à tous les raisonnements? Peut-être dans la situation délicate où je me trouvais, ne pouvais-je m'en tirer sans remords. Je flottais encore dans la plus grande incertitude au sujet de la moralité de mon action. Lorsque je vis paraître une demi-douzaine de cavaliers avec Antonio, qui se tenaient prudemment à l'arrière-garde, j'allai au-devant d'eux et les prévins que le bandit avait pris la fuite depuis plus de 2 heures. La veille, interrogée par le brigadier, la vieille, interrogée par le brigadier, répondit qu'elle connaissait le Navarro, mais que vivant seule, elle n'aurait jamais osé risquer sa vie en le dénonçant. Elle ajouta que son habitude, lorsqu'il venait chez elle, était de partir toujours au milieu de la nuit. Pour moi, il m'a fallu aller à quelques lieues de là, exhiber mon passeport et signer une déclaration devant un alcade. Alcade, magistrat municipal. Après quoi, on me permit de reprendre mes recherches archéologiques. Antonio me gardait rancune, soupçonnant que c'était moi qui l'avais empêché de gagner les 200 ducats. Pourtant, nous nous séparâmes, bons amis, à Cordoue. Là, je lui donnai une gratification aussi forte que l'état de mes finances pouvait me le permettre. Voilà, c'était le premier chapitre de ce livre Carmen de Mérimée. Voilà, il me rappelle toutes mes années collège. Et comme je vous l'ai dit au début, c'est un plaisir pour moi, c'est encore un plaisir pour moi de partager avec vous cet ouvrage. Aujourd'hui, c'était le premier chapitre. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. Voilà, pour la suite. Et puis, on va voir ce qui va se passer. Suspense. Merci de m'avoir suivi. Bonne fin de soirée et bonne semaine. Bye.